Donc moi c'est Mustapha Ben Fodel, je suis romancier, dramaturge et je travaille aussi comme reporter. Là je m'apprête à sortir un nouveau roman chez Balzac qui s'appelle Body Writing et j'ai aussi une dizaine de pièces de théâtre. Et j'ai sorti aussi un livre de poésie en Angleterre qui s'appelle Cocktail Kafkaïne, poésie noire. Et aujourd'hui au Théâtre de Belleville, c'est la reprise de End in Ye qui a été publiée en 2013 sous le titre Le point de vue de la mort. Donc c'est une pièce de théâtre qui traite de la relation d'amitié entre deux mecs, c'est Moussa et Aziz. Moussa il travaille dans une morgue, dans un village perdu qui s'appelle Balbala. Et puis un jour il reçoit le corps de son ami qui s'est immolé dans un tribunal. Et donc toute la pièce c'est en quelque sorte Moussa qui essaie de comprendre le geste de son ami. Au départ il est en colère contre lui. Et parce qu'ils avaient un drôle de projet qui était un peu d'écrire l'histoire de tous les corps qu'il reçoit à la morgue. C'est-à-dire de leur rendre et de leur restituer un peu leur dignité. Parce qu'il y en a qui sont défigurés, il y en a aussi qui sont abîmés par le récit qu'on construit sur leur mort. Par exemple, il y a des gens qui sont morts dans des conditions quand même affreuses. Il y a beaucoup de violence dans une morgue. C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit la morgue c'est l'anti-Balbala. C'est-à-dire en fait c'est le off du village dans le sens où parfois aussi c'est beaucoup de scandales, beaucoup de choses qu'on veut cacher, beaucoup de parias. Par exemple quand il est question des migrants, de clandestins ou de bébés jetés dans des poubelles. Donc c'est tout le côté entre guillemets malheureux que la société veut occulter. On le retrouve dans une morgue. Généralement, je ne donne pas de clé parce que je considère que le mystère fait partie de l'œuvre. Et quelle que soit l'interprétation qu'on en fait, elle est juste. Enfin, la notion même de justice dans l'interprétation, elle est fausse dans la mesure où c'est une œuvre ouverte. Donc, moi, personnellement, même les gens qui pensent avoir fait fausse route, moi, je leur dis, ça fait partie c'est une continuation de l'écriture. Mais je vais quand même te donner au moins une clé de lecture. En fait, Aziz et Moussa, ce sont les deux faces d'un même combat. Sauf que leur médium et leur manière de faire, elles sont différentes. Dans le cas de Moussa, il s'est retiré du monde et en s'attachant justement à soigner les morts, c'est une manière aussi de leur rendre leur dignité. Donc là, on est dans une dignité de réparation. C'est-à-dire, peut-être que parmi tous les cadavres qu'il reçoit, beaucoup d'entre eux sont victimes d'injustice. Mais lui, en les nommant d'abord, en racontant l'histoire, c'est une manière de les réparer. Et ce travail-là, il le fait dans la discrétion la plus totale. C'est-à-dire, il est dans une morgue, un métier ingrat dont personne ne veut. Mais voilà, on le voit d'ailleurs s'amuser à l'intérieur de la morgue, on le voit écouter de la musique, il en a fait un espace de vie. Et donc, si tu veux, c'est en soi une métaphore de forme de résistance dont je suis témoin tous les jours en Algérie, où on a plein de Moussa, qui chacun dans son petit coin fait son travail correctement. Par exemple, quand tu dis « moi je suis professionnel, moi j'ai rempli ma part du contrat », ça veut dire, c'est une façon de dire, il y a tous ces gens-là, à commencer par les boueurs, à commencer par l'agent municipal, la femme de ménage que moi je rencontre les matins en allant au journal. Les premières personnes que je rencontre, ce sont les femmes de ménage. Et j'ai toujours j'ai le projet de faire un travail sur les femmes de ménage, par exemple. Mais ce sont des petites mains dont personne ne parle, auxquelles personne ne prête attention. Et ces personnes-là, pour moi, ça devrait être en tout cas le cœur même de l'action publique. Voilà, le cœur de l'action publique devrait d'abord s'intéresser au sort des gens qui sont dans une situation précaire ou fragile et tout. Donc, mais au-delà de ça, on va dire, Moussa pour moi c'était l'archétype justement de ce type de résistance, on va dire discrète, qui n'est pas toujours visible. Et dans le cas d'Aziz, c'est quand même plus exubérant. C'est-à-dire son indignation elle est manifeste, il a un blog, il gueule, il va vers le monde, il va se bagarrer avec les magistrats et les élus. Donc dans son cas, lui, cette résistance à la fatalité, parce que c'est de cela aussi qu'il est question, lui il l'exprime d'une manière véhémente jusqu'au point de sacrifier sa vie pour sa cause. Parce que voilà, il s'est dit le système, bon ça part c'est vrai du système judiciaire, mais au-delà du système judiciaire, c'est l'ensemble du corps social, de la collectivité qu'il interpelle.
Et donc là, dans le cas d'Aziz, c'est un peu le militant, on va dire, dont aussi nous avons besoin, parce que l'un des enjeux actuellement en Algérie, quand on dit la société, récemment j'en parlais avec Sass, il disait par exemple la société algérienne est fatiguée, on est un peu désabusé, on est au bout du rouleau, vrai, ouais. Mais on a besoin d'éclaireurs, on a besoin de pionniers, on a besoin de héros, on a besoin de gens un peu solitaires, hein, c'est des héros solitaires qui peut-être vont ranimer la flamme. Parce que la question justement, enfin ce que j'avais commencé à dire, c'est que on a l'impression que les gens, ils ont parfois, de là où on est, on a l'impression que les gens sont moins engagés dans les luttes, qui sont un peu, voilà, parfois dans une forme de résignation, parfois dans une forme, voilà, de dégoût. Et donc, Aziz, c'est cet archétype-là. Et les deux, en fait, au final, parlent de deux modalités d'expression de l'indignation. Et le texte, c'est aussi pour affirmer que par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre comme outrage, y compris la violence économique, parce que j'en parle dans la pièce, quand je parle de Hassi Texas, le pétrole et tout. On l'a vu d'ailleurs à Ouargla, comment justement il y a un mouvement citoyen qui est extrêmement fort, extrêmement puissant, auquel je rends vraiment hommage, pour dire, voilà, nous aussi, on a nos droits, et je pense que vous avez oublié qu'il y a quelque chose en Algérie qui s'appelle le Sud, et qui est discriminé territorialement. Il vit une véritable situation de ségrégation en termes de développement, en termes d'emploi, en termes d'infrastructure. On l'a vu récemment, et quand on a un médecin qui décède d'une piqûre de scorpion, c'est juste scandaleux. Et donc tout ça, pour dire qu'il y a matière à s'indigner, il reste peut-être à ramener le théâtre vers ces régions de l'expression pour justement relayer cette forme de résistance. Et en même temps, c'est aussi une réflexion en fait sur l'amitié. Ça aussi, c'est une dimension très importante, parce que Moussa, il va quand même jusqu'à prêter son corps à Aziz. D'accord. Et là, je pense qu'aussi c'est une valeur à laquelle personnellement je suis extrêmement attaché, même si, voilà, absolument, parce que le théâtre aussi, il travaille sur les sentiments primaires, sur l'amitié, sur l'amour, sur la trahison, sur la haine, sur la mort. Et je pense que cette forme d'amour qui unit ces deux personnes aussi, elle est au cœur de la pièce. Donc il y a quand même un geste de bienveillance extraordinaire. Et l'autopsie, c'est pour ça qu'ils ont appelé leur livre Autopsie de Balbala. L'idée, c'est que Moussa, donc, il connaît les morts. Donc c'est lui qui va fournir le matériau à Aziz, qui est blogueur, pour qu'il fasse ce livre. Et Aziz, il tient un blog dans lequel il dénonce les injustices de Balbala. Donc il dénonce tous les potentats, toutes les magouilles, tous les gens en fait qui font du mal. Et dans l'impunité souvent la plus totale. Et puis un jour, Moussa, il est à la morgue, il reçoit un coup de fil en lui disant, voilà, Aziz s'est donné la mort, voilà. Et donc toute la pièce, elle est construite autour de ce moment-là où on essaie de comprendre le geste de Aziz. Et comme je voulais pas que ce soit par procuration, je voulais vraiment que ce soit lui qui parle. Donc j'ai trouvé cet artifice qui était un corps et deux voix. C'est-à-dire c'est joué, d'ailleurs on a vu l'interprétation magistrale de Azdine Benamara qui a interprété les deux. J'ai décidé de prendre en otage ce type qui était moi, qui avait ma gueule, mais que je ne reconnaissais guère sous ses airs de petit scorpion inoffensif. Ce jour-là, j'ai décidé de ne pas rentrer à l'enclos. Ce jour-là, j'ai choisi d'être une singularité. Et je hurlais, il n'y aura pas de suivant, votre honneur! Bonjour, je m'appelle Azdine Benamara, j'ai 35 ans et je suis acteur. Là, je joue dans Indigné, dimanche, lundi, mardi, du 7 octobre 2018 au 27 novembre 2018 au Théâtre de Belleville à Paris. C'est-à-dire, moi, mon travail, c'est d'interpréter. D'accord. Donc forcément, si je joue du Mozart, et s'il y a des parties plutôt accélérées, des parties plutôt piano, c'est écrit sur la partition. Plutôt sélectionnant aussi, vous êtes d'origine algérienne en fait. Absolument, moi je suis né à Valenciennes, mais mes deux parents viennent de Nedroma. Nedroma, voilà. Et
Et du coup, à côté de l'Assa, vraiment pour les gens qui connaissent, le Khreba, etc. Vraiment, ça c'est vraiment le Gnadez, etc. Enfin bref, petite spéciale dédicace. Mais en vrai, oui, mais moi je suis né à Valenciennes, donc j'ai un rapport à l'Algérie qui est celui de mes parents, même si je suis allé quand même pas mal quand j'étais petit, voilà, en vacances, je suis retourné plus tard avec ma mère, etc. Bon voilà, donc j'ai quand même un rapport, mais Anne et Droma, quoi. On a fait une tournée de Ndinier d'ailleurs en Algérie, et c'est là où j'ai plus visité, on va dire, l'Algérie le plus largement possible, parce que sinon j'étais quand même cantonné à Ouaharan, Nedroma, Ghazawet, Marnia, Porsaï, etc. Enfin bref, c'était quand même des destinations de vacances, quoi, pour voir la famille. Et cette tournée d'Indini, on a joué à Ouaharan, à Tlemcen, que je connaissais aussi, et à Annaba et Constantine. Et à Annaba et Constantine, j'ai eu une espèce de choc, quoi, parce que j'avais pas l'impression de connaître l'Algérie, parce que je savais quand même que c'était différent, déjà, ne serait-ce que comme dans tous les pays, hein, toutes les régions sont un peu différentes, quoi. Mais il y a une vraie identité, si on peut parler d'identité algérienne, que moi je comprends plus ou moins. Mais en vrai, moi j'interprète un texte qui a été écrit par un auteur qui vit en Algérie et mis en scène, Mustafa Bedfodi bien sûr, et mis en scène par un metteur en scène qui a vécu la plupart de sa vie pour l'instant en Algérie, quoi, qui est né en Algérie, qui a grandi en Algérie, qui est venu en France plus tard. Maintenant, qui vit en France maintenant, mais qui vit un peu entre les deux d'ailleurs, parce qu'il retourne quand même pas mal en Algérie, à Ouaharan, lui c'est un Ouaharanais. Et du coup, moi je me pose pas la question de l'authenticité du texte. Tu vois, je me pose pas la question de l'authenticité de la parole. Et je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que même si le metteur en scène n'était pas algérien et que moi j'avais aucun rapport avec l'Algérie, clairement, j'aurais pas ce problème d'authenticité, parce que je sais que l'auteur sait de quoi il parle. Et je vais même aller plus loin, même si l'auteur est pas algérien, mais je sais qu'il a vécu en Algérie, qu'il a pleinement conscience de la réalité algérienne, je le jouerai, je pense, de la même façon, parce qu'en fait, ce qui est important, enfin en tout cas moi pour le théâtre que je fais, moi il y a plein de sortes de théâtre, moi je fais du théâtre d'auteur, donc ce qui est important c'est la matière. C'est comme tu joues de la musique classique, hein. C'est pas pareil si tu joues du Mozart ou du Bach. Vous êtes une personne qui a joué le rôle de deux personnages aussi, j'ai bien compris en fait la portée de cette pièce. Le sujet, il y en a plusieurs, hein. Mais le sujet le plus important c'est quand même la vie d'une jeunesse, ou on va dire je dis une jeunesse parce que c'est plutôt les trentenaires là qui sont concernés, mais c'est la vie d'une jeunesse, ou même d'un peuple complètement désœuvré dans un contexte complètement désœuvré, quoi. Et du coup, il n'y a aucune perspective, voilà. Et ces deux amis ont une façon complètement différente de prendre les choses. Il y en a un qui le prend d'une manière beaucoup plus, on va dire, quotidienne, quoi. C'est-à-dire qui s'appelle Moussa, qui est, on va dire, thanatopracteur, quoi. Enfin, c'est plutôt, oui, c'est ça, morguiste. Voilà. Il travaille dans une morgue, c'est un employé de morgue, dans un hôpital. Mais vraiment dans une on va dire une cité pétrolière où on va dire le pétrole coule à foison, où on pourrait dire le pétrole ou l'or ou n'importe quelle autre énergie, enfin n'importe quelle autre ressource coule à foison, et où lui voit cette ressource couler devant lui et n'en profite aucunement, quoi. Ni lui, ni ses compatriotes, ni sa famille, ni ses amis. Personne n'en profite, en fait. En tout cas. Et donc il travaille là-dedans, et lui il est un peu résigné, quoi. Vous savez, dans certains pays, mais il y a un prix Nobel là qui vient d'être un Congolais, il me semble, non, c'est pas ça, Congolais, ouais. Oui, il y a des gens qui travaillent dans leur pays avec aucun moyen et qui font un travail extraordinaire. Et ces gens-là, en fait, ils continuent. Il y a une espèce de, je dirais pas d'optimisme, mais en tout cas de volonté de vie, qui continuent leur travail in situ, avec rien. Mais ils continuent quand même leur travail, et voilà, quoi. Donc ils ont forcément une espèce de, je dirais pas non pas de fatalisme, mais en tout cas ils ont mis de côté tout le côté politique de la chose, en se disant en fait la politique c'est la vie, en fait. Si je veux avoir un acte politique, il faut que j'ai un acte concret dans le. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et t'en as qui sont vraiment dans la propagation de l'idée politique. Et ça c'est Aziz, donc l'ami de Moussa, qui lui est une espèce de blogueur algérien, mais complètement fou, quoi, qui est suivi par beaucoup de gens, etc. Et qui est, vous savez, c'est les gens, enfin là je dis algérien, mais en fait dans le spectacle il y a une ou deux références
qui vraiment à l'Algérie, donc on comprend que ça se passe dans une ville pétrolière algérienne, mais en fait ça pourrait se passer dans une ville minière partout en Afrique, ça pourrait se passer en Asie, ça pourrait se passer même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire en gros un endroit où il y a énormément de ressources et où en fait les gens qui vivent dans cet endroit n'ont même pas les miettes, n'ont même pas un ruissellement, si on veut parler de la théorie du ruissellement. Et donc c'est ça qui est terrible. Et il y en a qui... Voilà quoi. Mais en fait le problème c'est que là, si moi je vous parle du sujet de la pièce, je vais gâcher la pièce. Donc il se trouve qu'à un moment, Moussa il s'adresse à son frère et avec le temps du reproche. Après il tombe, il s'épuise et il s'endort à côté du corps de son ami dans la morgue. Et c'est là qu'il se produit un truc étrange. On voit voilà, quelqu'un prendre le relais, c'est Aziz. Donc dans un geste métaphorique, c'est comme si en fait Moussa lui prêtait son corps pour qu'il puisse non pas se défendre, mais juste parler. Parce que on a toujours besoin, je pense dans tous les traumatismes, on a besoin de la mise en parole. Donc pour le coup, sa parole devient vraiment une action. Donc un dialogue, si je peux dire, en fait un dialogue. C'est un dialogue absurde, voilà, oui, mais c'est un dialogue un peu absurde. En moins de deux, le bâtiment a pris feu. Le bien nommé palais de justice. Je lui en voulais plus qu'au juge de mes deux. Ce bâtiment arrogant qui craquait de partout, laissant un à un tous les noms spoliés, humiliés et traînés dans la boue. Et les non-dits juste faits prisonniers. Je lui ai enfoncé mon aiguillon imbibé de son pétrole pourri. Bien profond dans le cul. C'est littéralement joui en enfonçant mon doigt d'honneur dans son trésor de mèche. J'ai été drôlement soulagé. Ah oui, donc le texte, en fait, à la base, il y avait une enquête que j'avais faite pour El Watan sur le titre Voyage dans l'Algérie des Immolés, où l'idée c'était en fait d'aller au plus près des endroits où ça s'est produit, de discuter avec la famille, les proches, l'entourage, et aussi de mettre en relief le potentiel de la région en question et le chômage, surtout la question sociale. Parce qu'en général, on se rend compte que dans beaucoup de cas, c'est surtout la misère qui pousse les gens à le faire et l'injustice, c'est deux facteurs conjugués. Et donc, c'est ça qui m'a servi de matériau de base, structurant. Après, il se trouve que j'ai écrit un poème qui s'intitule Indigné. C'était un poème. Et Khairdine, un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, ça te dit pas d'écrire sur un sujet qui me paraît extrêmement important. C'est quoi le sujet? C'est les immolations par les femmes. Je dis, mais tu te rends compte, je viens d'écrire un poème sur ça. Et je lui ai envoyé le poème. Et c'était donc le titre déjà, c'était ça, Indigné. Sauf que Khairdine, après, il a changé, il a mis End comme The End. Donc, c'est-à-dire, on parle de la fin d'un homme. En l'occurrence, Aziz Ben Messoud. Et donc, il m'a passé commande pour écrire une pièce de théâtre. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le théâtre, en général, autant pour le roman, ça peut être un acte qui émane de l'écrivain. Dans les cas du cinéma, dans le cas du théâtre aussi, généralement, c'est des processus qui sont déjà installés. C'est soit un metteur en scène, soit pour le cinéma un producteur qui t'appelle pour te dire est-ce que ça t'intéresse d'écrire sur ça ou de me faire un scénar et tout. Et donc moi, de moi-même comme ça, j'ai très rarement écrit du théâtre de moi-même. Hormis une seule fois, c'était une pièce intitulée Born. Et donc moi, si tu veux, j'avais pas du tout écrit quelque chose qui ressemble à ce que tu as écouté. Donc la pièce n'existait pas, c'était Khairdine, c'est grâce à lui que j'ai écrit ce texte. Donc je me suis donné 2 mois pour le faire, c'était à l'été 2012. Et il a commencé à travailler dessus, ça a été créé au Caire en 2013, voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Après, comme je n'accompagne pas partout la compagnie, donc de temps en temps, Khairdine a la gentillesse de m'inviter pour échanger un peu avec le public, parce que je pense que ça aussi on en a besoin, malheureusement on ne le fait pas en Algérie. C'est ce qui nous manque surtout, justement, c'est de renouer physiquement le contact avec nos publics.
C'est-à-dire de permettre... Bon, aujourd'hui, heureusement, il y a pas mal de cafés littéraires qui permettent ce genre de rencontres. Parce qu'on a par exemple un préjugé, je prends par exemple un gars dont on parle beaucoup, si je prends Kamel Daoud, entre le Kamel représentation, c'est-à-dire la représentation que tu te fais de Kamel Daoud, et la rencontre avec l'homme Kamel, déjà il y a pas mal de préjugés qui tombent. Après, on va peut-être s'intéresser à son écriture, on va peut-être s'intéresser à ses points de vue. On peut même, bien sûr, fort heureusement, on peut le contredire. Mais qu'on reste toujours dans une forme de bienveillance, c'est-à-dire qu'on ne bascule pas tout de suite dans la violence, dans la haine et l'insulte, tu vois. Donc je dis que cette manière de ramener l'auteur à la rencontre du public, c'est quelque chose qui, enfin, du moins j'ai pu en tout cas en juger à Paris aujourd'hui, ça crée quand même des liens extrêmement forts. Et j'ai vu justement à quel point les gens ont partagé ma propre émotion, et ça en soi c'est un cadeau. C'est-à-dire parce que tu vois l'effet direct sur le public quand un texte est mauvais ou qu'il ne suscite aucun intérêt, on le voit tout de suite. Et c'est d'ailleurs des moments souvent terribles à vivre quand on les vit en direct. Genre il ne se passe rien, le public n'accroche pas et qu'on a l'impression de l'ennuyer. Alors que là, j'ai senti quand même que tout le monde s'est senti un petit peu dans la peau de Aziz. Et ça, c'est magnifique. Comme quand tu retiens le piste brûlant pendant 36 ans et que t'es en fin de droit de te vider les couilles. Et j'ai éructé toute ma bave volcanique. Je gisais là, et je voyais tout. Je voyais ce jeune homme flamboyant, qui n'était déjà plus moi, se défaire, pelure par pelure, de sa peau de damné. Je te le dis franco, Moussa. J'avais tout préparé depuis le début. J'avais tout le mécanisme en moi. Je sais que l'autopsie a conclu à un suicide tibétain. Mais je te rassure, frère, c'était pas un peu ordinaire. J'ai allumé mon corps pour le regarder vivre, Moussa. J'ai allumé mon corps pour le regarder vivre. Voilà. Je pense que c'est vraiment la chose la plus emblématique du spectacle. Il n'y a pas d'espoir. Il le dit à un moment. Il dit brûlure au premier degré, balbala, pays crématoire, plaque chauffante, aucun avenir. Le grand Walou, aucune fleur n'y pousse. Océan de sable dont chaque grain fait grincer la machine du progrès. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, quoi. Il y a Walou, il n'y a rien, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de perspective, quoi. Quelques-uns, voilà, c'est quoi la perspective, quoi. Malgré sa situation socio-économique, si on peut dire, elle est un petit peu moins stable par rapport à son ami. Oui. Il se dit toujours, voilà, désespéré. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a deux façons de réagir face au désespoir. Enfin, il y en a plusieurs, mais je veux dire, là en l'occurrence dans le spectacle, je parle dans le spectacle. Ouais. Il y en a un qui travaille, donc dans un hôpital tout pourri où là aucun moyen, parce qu'il sait qu'il faut bien que quelqu'un le fasse dans le boulot, donc lui il le fait, voilà. Malgré les critiques, et parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi la pression religieuse, c'est-à-dire qu'il est morguiste dans un pays où a priori la religion est importante, et lui il n'est pas particulièrement pratiquants, voilà. Donc ils sont aussi. Mais en fait c'est ça le problème, quoi. C'est-à-dire que le spectacle, faut venir le voir, parce que je peux pas vous raconter tout le spectacle parce qu'il y a trop de. Notre but, c'est de recréer au plus près et au plus clair la vie des gens. Pour que les gens qui viennent voir, bien sûr, soient touchés, parce que une vie, un être humain, enfin voilà quoi, on est tous des êtres humains, donc on va être touchés quoi, si on voit un bébé pleurer, qu'il soit, voilà, même si on comprend pas sa langue, même si on comprend, on va voilà. Et nous, moi le but c'est ça quoi. Donc l'idée c'est que le message, il y en a plein des messages, il y en a beaucoup, mais je pense que le message principal, c'est quand même le désœuvrement de la jeunesse, mais pas que, même des adultes. C'est-à-dire que une société est forte si les gens ont un but commun ou ont des valeurs communes. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre l'exemple clair de l'Algérie, si les gens, moi je suis jamais allé en Afrique subsaharienne, mais les gens qui vont en Afrique subsaharienne, ils ont le réflexe de dire, je ne comprends pas, les gens n'ont rien, mais rien, et ils ont toujours le sourire, ils sont toujours heureux.
j'extrapole quand je dis ça. Mais la chose, c'est qu'ils n'ont tellement rien qu'en fait, leur bonheur, c'est d'être avec leurs proches et d'être là. D'avoir à manger, de pouvoir se vêtir, etc. Donc la situation algérienne, c'est pas ça le problème. La situation algérienne, l'Algérie, c'est un pays qui a un système quand même social qui fait que vous pouvez quand même plus ou moins vous soigner, vous pouvez quand même plus ou moins avoir un logement. Quand je suis allé au Maroc, j'étais frappé par c'est un peu comme ici, quoi. Il y a énormément de SDF. En Algérie, il y en a très peu. Il y a très peu de SDF en Algérie. Les gens ont assez pour survivre, mais pas assez pour rêver. Tu vois ce que je veux dire? Non mais voilà, c'est une question de valeur en fait, de valeur de vie quoi. En Algérie, à partir du moment où la parabole est arrivée et où on a vu le mode de vie de machin, Beverly Hills, etc., les gens sont devenus complètement fous. Ils se sont dit attends, mais là il y a des milliards qui passent dans les caisses et nous on est là en train de galérer. Comment ça se fait? Pourquoi on n'est pas comme des Suisses? J'ai allumé mon corps pour le regarder vivre. Aziz? Aziz? Parce que c'est toute l'organisation théâtrale en fait en Algérie qu'il s'agit d'interroger. C'est-à-dire, en général, le système fonctionne de la manière suivante. Soit il y a un festival, soit il y a un lieu. Les deux moments où on regarde du théâtre en Algérie, on a très très rarement, on va dire, une production régulière, avec des spectacles réguliers. On arrive en plus, ça reste étroitement algérois. Il y a des théâtres régionaux, mais je ne sais pas est-ce qu'ils ont les mêmes budgets, est-ce qu'ils ont les mêmes moyens. Mais bon, c'est très très bien. Je vois dans les agendas culturels, il y a des choses à Saïda, il y a des choses à Tiarat, il y a des choses à Batna, bien sûr. Mais on va dire que c'est Alger qui a le plus grand nombre de salles. Bon, c'est le cas de toutes les capitales, tu me diras. Donc ces salles-là, elles n'ont pas de programmation autonome. Donc ces salles-là... Surtout quand il s'agit des initiatives citoyennes. Ils reçoivent leur budget du ministère de la Culture, ils fonctionnent avec. Le gros du budget, c'est du budget de fonctionnement. Après, il y a une politique événementielle. C'est-à-dire l'année est ponctuée, on va dire, de festivals ou de dates à célébrer. Ils reçoivent ponctuellement un budget pour ça. Ils accueillent ceux qu'ils accueillent. Ou alors, de temps en temps, ils font des productions, mais les productions, ça reste là aussi, c'est la croix et la bannière. C'est-à-dire, soit tu es dans le système, à ce moment-là, peut-être tu peux avoir de l'argent, des facilités, soit tu es extérieur du système, à ce moment-là, il faut vraiment convaincre, batailler pour vendre ton projet. C'est-à-dire, il y a une très grosse machine de formatage qui est effectuée pour que le spectacle rentre dans les rangs, que ce soit sur le plan du propos, sur le plan de la langue, sur le plan y compris visuel. Donc voilà, ceci fait que une pièce comme celle-ci, tout de suite au premier filtre, elle va être interdite. On sait tous en fait, Mustapha Benfoudil, il a vraiment une plume vraiment extraordinaire en fait en la matière. Merci beaucoup, j'en suis flatté vraiment. Même vraiment dans le parcours journalistique, y aura-t-il en fait des projets à l'avenir dans le futur proche, des travaux Oui, alors comme je te disais tout à l'heure, il y a un roman qui va sortir ces jours-ci chez Barza. Le titre il s'appelle Body Writing, c'est en anglais. Body Writing. Body Writing parce que, en fait, je te la fais courte, c'est l'histoire d'une femme qui perd son mari. Le jour où il est mort dans un accident, la police récupère ses objets, ses affaires personnelles, il la rend à sa famille, et là elle découvre un journal. Bon, elle sait qu'il tient un journal, il a toujours tenu un journal dans la famille, il y a toujours un moment où il s'isole pour écrire, mais elle n'a jamais regardé ce qu'il écrivait. À sa mort, elle découvre des manuscrits, elle découvre des poèmes, elle découvre un journal monstrueux. Et donc, pour qu'il y ait deuil, pour qu'elle entame son travail de deuil, il faut qu'il y ait quand même inhumation du corps. C'est-à-dire, deux situations, on ne peut pas faire le deuil. Si on n'a pas le corps,
et si le corps n'est pas sous terre, ou incinéré dans les cultures qui incinèrent. Tu as compris, c'est-à-dire il faut que tu vois le corps, et ce corps il faut qu'il disparaisse, mais d'une manière organisée, ce qu'on appelle les obsèques, le janaza. Or lui, c'est vrai qu'on a enterré le corps, il est là, il n'est pas disparu, mais il y avait quelque chose qui l'a laissé derrière, c'est ce corps de papier, parce que toute cette masse astronomique d'écrits qu'il a laissé derrière lui, il faisait qu'il était plus vivant que jamais. Parce que sa femme, elle va entreprendre un travail, une autopsie j'appelle ça de l'autopsie sur le corps du texte, et finalement elle sera happée par ces monceaux de papier, ces montagnes de papier, donc par les mots de son mari, et donc finalement elle ne peut plus faire son deuil. Et tout le roman, en fait, il est dans cet engrenage-là où elle va essayer de se libérer, de s'affranchir de l'emprise de son mari, des mots de son mari, pour qu'elle retrouve la sérénité nécessaire pour faire le deuil d'une manière sereine et tendre. C'est-à-dire, parce que faire le travail de deuil, en fait, suppose quelque part transformer le corps en mémoire. C'est-à-dire, le corps devient mémoire et on est dans la douceur du souvenir. Or là, elle n'est pas dans la douceur du souvenir parce qu'elle est confrontée tout le temps à des scènes qu'elle a soit elle a vécues avec lui, soit des épisodes de sa vie qu'elle n'a pas connus, mais elle découvre des choses quand même qui la perturbent. Par exemple, dans les années 90, elle découvre comment lui il a vécu les années 90 et des épisodes dont on lui a jamais parlé qui sont extrêmement violents. Et donc rétrospectivement, ça agit. Elle se pose des questions. Après, il y a d'autres endroits où elle s'interroge, est-ce que réellement elle a compté dans sa vie, parce qu'il avait tellement besoin de ces carnets pour se réfugier ou pour se confier. Et du coup, tout ça, ça remet en question aussi. Par effet rétroactif, elle s'interroge sur son couple, sur ce qu'ils ont construit ensemble. Après, il y a au cours dans cette quête ou dans cette enquête, il y a des dates clés. Par exemple, le 5 octobre ou par exemple les années 90. Et là, ça devient presque une écriture documentaire de ce qui s'est passé. Voilà un peu le roman. Pouvez-vous nous dire en fait sur la pratique journalistique en Algérie, d'être journaliste en Algérie, d'être en fait surtout pour celui en fait engagé pour des questions vraiment humaines. Non, je dirais peut-être le journalisme ne vaut que par ça. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui tape sur les journalistes et sur la presse, ce que j'entends parfaitement et je comprends parfaitement, et tout le monde se plaint de l'indigence. Je dis juste une chose, cette presse, si les gens ne se sont pas rendus compte encore qu'elle ne vaut rien toute seule. Tout à l'heure, tu m'as bien vu remercier tout le monde parce que j'ai conscience. Mon texte, il peut être le texte le plus beau, le plus puissant au monde, s'il n'y a pas Asdine Benamara avec sa qualité de prestation, s'il n'y a pas Khalidine Larjam, s'il n'y a pas le créateur lumière, le créateur son, la pièce ne donnerait pas ce que toi tu as vu. Donc c'est un travail collectif. Ben, c'est exactement pareil. La presse, le citoyen qui va par exemple acheter le journal, c'est un soutien financier au journal. Et quand il y a un soutien financier au journal, le journal peut ramener des grands reporters, peut ramener des analystes, peut ramener... Mais quand tu as des rédactions précarisées et on met tout sur le dos de la presse en disant qu'elle se démerde, nous, ça ne nous regarde pas, on n'a pas besoin des journalistes. D'accord, on n'a pas besoin des journalistes, mais alors ne vous plaignez pas des fake news, ne vous plaignez pas des bobards, ne vous plaignez pas des articles truffés de fautes et mal écrits où il y a plus de conneries que d'informations. Justement, ou alors un journalisme pro-système qui est protégé par le pouvoir parce qu'il va avoir les moyens, donc, il va avoir la pub, il va avoir... moyens, en fait. Voilà, donc la liberté d'expression et le droit à l'information, c'est une cause collective, elle n'est pas corporatiste. Moi, Mustapha Ben Fadel, demain je peux changer de boulot, je vais faire autre chose. Mais ce qui m'oblige à rester dans la corporation, c'est parce que je ne voudrais pas foutre en l'air 25 ans de métier. Ça devient une responsabilité pour moi, c'est-à-dire je donne de moi-même, et Dieu sait, et ma famille peut en témoigner. Tu ne dors pas, tu n'as pas d'hygiène de vie, tu n'as pas de week-end, tu n'as pas de fête pour essayer de faire
mes enquêtes et mes reportages qui soient les mieux écrits possibles ou qui aient l'information la plus juste possible, voilà, avec le background historique, avec un peu de sociologie. Tout ça, c'est un boulot de malade. Les gens ne se rendent pas compte. C'est un vrai métier de création. Et je me dis, ça serait dommage que moi, c'est-à-dire j'ai reçu une formation, j'ai essayé de parfaire mon travail de journaliste. Et quand j'arrive à maturité, je bazarde tout ça parce que les gens n'aiment pas la presse. Non, je dis, moi, je fais mon travail. Au moins, je sauve ma signature. C'est-à-dire, les gens, quand ils vont regarder ma signature, et c'est ce qui m'est arrivé dans des débats publics, les gens attaquent la presse, je leur dis oui, mais moi je signe Moustapha Ben Fodé. Je ne signe pas Al-Watan. Tu as des choses à dire à Al-Watan, et ben voilà, l'adresse à Al-Watan. Est-ce que moi j'ai déconné dans mes papiers? Si oui, où est-ce que j'ai déconné? Si j'ai déconné, je paye le prix. S'il faut d'un mot d'excuse. Il y a quand même une responsabilité. Il y a une responsabilité, voilà. Et donc, j'insiste sur ça, la presse est une responsabilité collective, c'est un bien commun. Donc la qualité de votre journal, c'est exactement, il est à la mesure de l'investissement social et sociétal et politique et économique et tout, pour qu'on ait une presse de qualité. Voilà, donc après, il ne faut pas se plaindre que les journaux disparaissent, et que l'information s'appauvrit, et qu'on ne recrute plus. Bien sûr, tu ne peux pas recruter quelqu'un, tu le fais travailler sans le payer. Donc il faut arrêter de déconner. Du coup, si on veut que les rédactions se renforcent, il faudrait qu'on se batte tous ensemble pour que ce droit soit reconnu, pour qu'il y ait un vrai fonds d'aide à la presse et pour qu'une rationalisation de l'aide publique aux journaux, qu'il n'y ait pas de subventions à la carte ou au copinage. Et donc tout ça, pour moi, c'est une cause fondamentale de la démocratie. Voilà. D'accord. Merci. Merci beaucoup, vraiment.